famille fondatrice de Bamako. Il a été intronisé hier au cours d'une cérémonie riche en symboles et au saveur d'unité et de cohésion sociale. Une tradition vieille de 144 ans que nous raconte Moussa Kamara. Le stade malien de Bamako est à quelques heures du bonheur. En cas de bon résultat cet après-midi contre l'Espérance de Tunis, il obtiendra son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Focus Santé lève le voile sur le panaris, une infection bactérienne qui touche le bord de l'ongle et de l'orteil. Diagnostiqué et traité rapidement, la maladie se guérit facilement, mais une prise en charge tardive peut entraîner quelques complications. Explication de notre docteur Maison en fin d'édition. C'est tout pour les titres. La compagnie malienne de textiles tourne en plein régime. Le ministre en charge de l'industrie en a fait le constat au cours d'une visite sur les installations de l'usine. Après son démarrage, la Comatex amorce aujourd'hui une deuxième phase, celle de la restructuration financière et de l'organisation de la gouvernance. Mais l'un des défis majeurs reste la vétusté de l'infrastructure datant de 1968. Conséquence, elle peine à faire face à la demande nationale. Une préoccupation parmi tant d'autres portée à la connaissance du visiteur du jour. Sur les pas du ministre Moussa Alassane Diallo, Honoré Tchénou depuis Ségou. Cette visite du ministre de l'Industrie et du Commerce Moussa Alassane Diallo à la Comatex SA vise à contrôler les actes stratégiques de la vision du chef de l'État concernant le secteur de l'industrie. Une vision qui fait de l'industrie une des bases de l'économie malienne. Moussa Alassane Diallo a visité les différentes installations de l'usine en pleine activité. C'est une visite de chantier. Je dois rappeler que le président de la tranche a fait de la transformation de la production agricole, notamment du coton, un axe stratégique pour la souveraineté économique du Mali. L'industrialisation de la base productive de notre économie n'est pas une urgence, mais c'est une exigence. Parce que c'est à travers l'industrialisation que nous allons avoir une capacité de production, mais aussi créer des emplois, créer de la richesse et assurer un développement et une croissance économique inclusive et participative. Je dois dire aujourd'hui que ce que nous avons vu, c'est très réconfortant. Toutes les usines, toutes les machines sont en marche, la production est en cours. Certes, il y a des difficultés que nous allons examiner et apporter les solutions correctrices qui sont nécessaires. Cette usine a besoin d'une restructuration et les autorités y travaillent, a signalé le ministre Moussa Alassane Diallo. La Comatex doit passer par 3 phases après son ouverture. La première phase, c'était le démarrage des activités. Cette phase a eu lieu. Aujourd'hui, les usines ont démarré. Le personnel a repris du travail. Nous verrons d'aborder la deuxième phase de la restructuration de la Comatex. Et cette deuxième phase repose sur la relance des activités au niveau de la Comatex, mais aussi et surtout la restructuration financière, l'organisation de la gouvernance, toutes choses qui doivent être de nature à assurer la production, la productivité et la compétitivité de l'entreprise. Massire Kone, directeur général de la Comatex SA. L'usine est très vieille, l'usine date de 68. Et aujourd'hui, le problème qui est posé, cette vétusté nous empêche de faire face à la demande nationale. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons tout mettre en œuvre, surtout avec la résilience des travailleurs. Des échanges avec le personnel ont sanctionné la visite du ministre de l'Industrie et du Commerce à la Comatex SA. Ségou, Honoré Tchénou et Kramo Traoré pour l'ORTM. De Ségou, partons à Koutchala où l'effectif de l'armée malienne se renforce. Les stagiaires pour les brevets d'armes BT1 BT2 bouclent une formation théorique et pratique de 3 mois. Ces désormais chefs de section sont aptes à diriger leurs unités avec professionnalisme et rigueur dans la lutte contre les groupes terroristes. Ils ont reçu leurs attestations de fin de formation au cours d'une cérémonie suivie par Brahima Kone. Plusieurs militaires bouclant 3 mois de recyclage sortent requinqués du centre de formation d'infanterie de Koutiala. Ils détiennent les brevets d'armes numéro 1 et 2 en infanterie et peuvent désormais mieux guider leurs subalternes sur le terrain. Colonel Abdul Karim Traoré, directeur du centre de formation d'infanterie de Koutiala. Vous avez en face de vous des chefs de section, des sous-officiers adjoints, aptes et formés, donc opérationnels. Le programme édicté par la hiérarchie militaire a été exécuté à 100%. Ce programme contenait, entre autres, l'entraînement physique militaire, la formation militaire générale et la formation opérationnelle. M'adressant aux désormais chefs de section ou SOA, retenez cependant que le plus difficile reste à venir. Plusieurs disciplines devant contribuer au renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité ont été enseignées. Ces stagiaires formés et informés sur les tenants et les aboutissants de la guerre asymétrique devront contribuer à rassurer davantage les Maliens en matière de sécurité. Abdoulaye Traoré, préfet du cercle de Molobala. Le message que j'ai à lancer à l'endroit des désormais chefs de section, vraiment c'est encore une fois de plus l'engagement
la discipline et surtout avoir en l'idée l'intérêt général du Mali. Les 3 gens qui guident l'action publique, s'ils nous mettons en pratique, je pense qu'on peut vraiment atteindre tous les résultats. Donc nous les encourageons et nous leur disons une fois de plus merci d'être engagés et surtout disciplinés. Parce que sans discipline dans une armée, c'est très compliqué. L'un des temps forts de cette cérémonie, c'est la remise d'attestations aux 3 premiers de chaque catégorie. Koutiala, Brahima Kone, Amadou Dolo et Assita Berté pour l'ORTM. Ouvrons ce tour d'horizon par le Sénégal où le Front social est en ébullition. La tension est montée d'un cran vendredi à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Des heures ont opposé étudiants aux forces de l'ordre pour cause la fermeture des restaurants universitaires jusqu'à nouvel ordre. Une mesure jugée illégale, injuste et profondément inhumaine. À l'université Gaston Berger de Saint-Louis, les étudiants ont également lancé un mot d'ordre de 48 heures. Le calme est revenu hier dans des dizaines, mais des dizaines d'étudiants doivent désormais s'organiser pour se nourrir. Ce mouvement des étudiants au Sénégal tranche avec cette bonne nouvelle en Afrique du Sud. Le pays produit désormais localement des vaccins contre la fièvre afteuse. Remise vendredi d'un premier lot de près de 13 000 doses, alors que l'offre pourrait atteindre 20 000 vaccins par semaine à partir du mois de mars. Une production hebdomadaire de 200 000 doses est annoncée pour 2027. Pendant ce temps, le processus pour la paix au Sahara occidental, lancé à la fin du mois de janvier à Washington, amorce une nouvelle étape. L'Algérie, le Maroc, la Mauritanie et le Front Polisario doivent se retrouver ce dimanche dans les locaux de l'ambassade des États-Unis en Espagne pour parler sur l'avenir du Sahara occidental. Ce cadre de discussion est fixé par la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l'ONU qui stipule que la proposition d'autonomie marocaine est la seule qui peut permettre une solution définitive et juste. De leur côté, l'Algérie et le Front Polisario continuent de demander l'application de l'accord d'autodétermination conclu il y a 35 ans. En attendant une solution à cette crise, la commission de la CIMAC suspend ses activités faute au Darija. Dans une note interne, l'institution de l'intégration en Afrique centrale dit jouer sa survie. Cette suspension vise à couper dans les dépenses. Fini donc les réunions administratives et les missions officielles non indispensables prévues au budget 2026. Pour le président de la commission de la CIMAC, Balthazar Angonga, c'est une mesure de gestion interne et de rigueur. Nous restons dans la région, direction la RDC qui conclut un accord avec le Royaume-Uni dans lequel Kinshasa s'engage à rapatrier ses ressortissants sans papier expulsés de Londres. L'annonce a été faite à l'issue d'une rencontre entre l'ambassadrice du Royaume-Uni et en RDC et le ministre délégué en charge de la diaspora congolaise. Bonjour Olasne Keita. Bonjour Brahma Traoré. Cet accord a été trouvé après plusieurs semaines de tensions diplomatiques entre les deux pays, mais un accord qui ne met pas totalement fin aux négociations. Pour l'instant, les négociations se poursuivent pour définir les modalités pratiques des retours. La RDC n'a pas fait de communiqué ni de commentaires, mais exige que les rapatriements se fassent conformément au strict respect des droits de l'homme. Kinshasa rappelle qu'aucune expulsion ne peut avoir lieu en cas de doute sur la nationalité de l'individu visé. Il s'agit là d'une identification préalable des personnes concernées. Quant aux autorités britanniques, elles présentent ce compromis comme une avancée. La ministre britannique de l'Intérieur, Shabana Mohamud, s'est félicitée sur sa page X avant de prévenir que tous les gouvernements étrangers qui refuseront d'accepter les retours de leurs citoyens vont subir des conséquences. Faut-il les rappeler, Brahma Traoré, Kinshasa accepte le retour de ses ressortissants sans papier dans un contexte diplomatique tendu, car Londres reprochait jusqu'à présent à la RDC un manque de coopération et la pression n'a cessé de s'accroître sur Kinshasa depuis la fin du mois de décembre, quand les autorités britanniques ont décidé d'imposer au pays des restrictions de visa pour le contraindre à négocier. Dans la foulée, le Royaume-Uni avait menacé d'aller encore plus loin et de suspendre purement et simplement leur délivrance aux Congolais. Et finalement, c'est à l'issue d'une audience entre l'ambassadrice du Royaume-Uni en RDC et Crispin Mbadou, le ministre délégué en charge de la diaspora congolaise et de la francophonie, que l'accord a été annoncé. Merci. Et la Sénégal, cet accord entre la RDC et le Royaume-Uni est annoncé au moment où au Soudan, une attaque de drones cible un convoi humanitaire du PAM dans l'état de Kordofan au nord du pays. Bilan est mort et plusieurs blessés. La coordinatrice humanitaire de l'ONU au Soudan, Denise Brown, s'est dit profondément préoccupée par cette attaque dans un communiqué diffusé vendredi. De son côté, le réseau des mercenaires du Soudan a dénoncé une grave violation du droit humanitaire international et appelé à une enquête. Avant l'ouverture de cette enquête,
enquête, le président somalien poursuit sa visite au Qatar. Lors d'une conférence à Doha, il est revenu sur la situation à Gaza. Ce que nous avons vu à Gaza était un autre niveau d'engagement inhumain dans l'histoire du monde, déclare Hassan Sheikh Mahamoud. Cette sortie intervient alors que la Somalie et Israël se regardent en chien de faïence. Principale pomme de discorde, la reconnaissance du Somaliland par l'État hébreu, considéré par Mogadiscio comme une violation de sa souveraineté. Si la Somalie et Israël ne regardent plus dans la même direction, l'Iran et les États-Unis ne parlent point le même langage. Les deux pays viennent de se rencontrer pour un premier round de négociations sur le programme nucléaire iranien. Téhéran ne cédera pas sur la question de l'enrichissement nucléaire, même sous la menace d'un conflit armé, selon le chef de la diplomatie iranienne. Bonjour Mohamed Sangaré. Bonjour Brahim Traoré. Pourquoi l'Iran refuse toute discussion sur son programme nucléaire? L'Iran reste ferme sur sa position pour plusieurs raisons précises, malgré les tensions avec les États-Unis. Pour Téhéran, l'enrichissement d'uranium est un droit souverain. Le gouvernement explique que le peuple iranien a déjà payé un prix très lourd, notamment à cause des sanctions économiques pour développer cette technologie. Renoncer maintenant serait vu comme une défaite après des années de sacrifices. L'Iran accepte de discuter du nucléaire civil qu'il présente comme pacifique, mais il refuse d'aller plus loin. Il refuse catégoriquement de parler de ses missiles ou de son influence militaire dans la région. Pour les dirigeants iraniens, ces sujets touchent à la sécurité directe du pays et ne sont pas négociables, même sous la menace d'une guerre. Brahim Traoré, il faut savoir que l'Iran utilise son programme nucléaire comme un outil de négociation et le ministre des Affaires étrangères a été clair. L'Iran ne fera des efforts que si les États-Unis lèvent les sanctions qui bloquent l'économie du pays. Sans cette garantie, l'Iran préfère continuer l'enrichissement pour garder une position de force. Malgré la présence des navires de guerre américains dans le Golfe et les menaces de Donald Trump, l'Iran refuse de montrer de la faiblesse. En disant qu'ils ne céderont pas, même en cas de guerre, les responsables iraniens cherchent à montrer que la pression militaire ne fonctionnera pas sur eux. En résumé, Brahim Traoré, le blocage actuel vient du fait que les États-Unis veulent un abandon total du nucléaire et une limitation des missiles, alors que l'Iran veut simplement échanger des garanties nucléaires contre la fin des sanctions économiques, tout en gardant son armée intacte. Merci beaucoup Mohamed Sangaré pour toutes ces précisions. La suite de cette édition dans un instant. Retour ici au Mali pour parler d'une tradition qui s'est perpétuée depuis 144 ans, celle de l'intronisation du patriarche des familles fondatrices Niakate Ignare de Bamako. Après le décès de Dramane Ignare en 2023, Titi Ignare est à la tête de cette chefferie traditionnelle. Il a été intronisé hier au cours d'une cérémonie riche en symboles et aux saveurs d'unité et de cohésion sociale, nous raconte Moussa Kamara. Après un certain Titi Ignare intronisé en 1882, un autre Titi Ignare accède à la tête de la lignée 144 ans plus tard. Arrière-petit-fils de Titi Ignare et fils de Margué Ignare, il succède au patriarche Dramane Ignare décédé en 2023, devenant le 11e patriarche de Ignare. Au son des cornes traditionnelles de Yélékébougou, le nouveau chef traditionnel fait son entrée solennelle sous le regard des Ignare, Touré et Dravé, famille fondatrice de Bamako. Le Tiwara de Ngomi ouvre la danse, symbole du travail de la terre et de la continuité de la vie. La voix de Golé Tunkara et le récit de Brahma Soumano replongent l'assistance dans l'histoire fondatrice de Bamako. Deuxième temps fort de la cérémonie d'intronisation, Titi Ignare remet un cadeau au conseiller spécial du président de la transition et affirme que son règne sera placé sous le signe de la paix, de la cohésion nationale et de l'unité. Titi Ignare succède ainsi au patriarche Dramane Ignare dans une lignée qui compte notamment Djonké, Marje, Amadou Koumba, Bomboli, Fabilé, Padoukouné, Babatiti, Modibo. De nombreuses chefferies traditionnelles ont honoré la cérémonie, dont Mahamat Abdel Dahan, coordinateur des associations des chefs traditionnels du Tchad. Un message de félicitations et de remerciements au nouveau chef qui doit être guidé. Ça fait des siècles. Je l'encourage et je le félicite
d'être à la hauteur de tout en tant qu'autorité traditionnelle coutumière de Bamako. Le gouvernement était représenté par le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, qui a salué le rôle des chefferies traditionnelles dans la cohésion sociale et la transmission des valeurs. Dr Mahamadou Kone. Je suis là au nom de l'ensemble du gouvernement du Mali pour magnifier notre joie et notre solidarité par rapport à cette intronisation et dire au chef patriarche que nous sommes toujours à son écoute et nous suivons toujours ses orientations. Tous les Maliens aujourd'hui contents par rapport à cette intronisation. Si cela doit signifier quelque chose, ça signifie que le Mali n'a pas oublié sa culture, le Mali n'a pas oublié sa coutume et que tous les Maliens, à travers leurs coutumes et leur culture, doivent quand même s'unir pour faire un seul bloc devant l'ennemi commun qui est vraiment le terrorisme. Au-delà de l'intronisation, Bamako réaffirme une conviction. La mémoire est le socle de l'avenir entre tradition et république. Dans l'actu des sports, la 5e journée des matchs de groupe des compétitions africaines des clubs s'achève ce dimanche. En Ligue des Champions, le stade malien de Bamako affronte cet après-midi au stade du 26 mars l'Espérance de Tunis. En Coupe de la Confédération, le Djoliba AC déjà éliminé de la compétition se déplace au Maroc pour jouer contre Olympique Club Safi. Au plan local, la 13e journée du championnat national de Ligue 1 de football a pris fin hier. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Famourou Djourti. Compétition africaine des clubs de la CAF, les deux représentants maliens jouent ce dimanche leur 5e journée de la phase des groupes. En Ligue des Champions, le stade malien de Bamako affronte à partir de 16h au stade du 26 mars à Bamako l'Espérance sportive de Tunis. L'objectif pour le représentant malien est clair, gagner devant son public, ce qui serait synonyme de qualification pour les quarts de finale et la première place du groupe D par la même occasion. Moril Messakinjoya, entraîneur du stade malien de Bamako. Nous avions dit que nous comptions non seulement aller en phase de groupe, mais aller encore le plus loin possible. Et je crois que nous sommes sur la bonne voie. Quadruple vainqueur de la compétition, l'Espérance de Tunis possède l'effectif et la qualité pour ramener un résultat positif de Bamako. Cependant, la tâche s'annonce ardue. Le stade malien est coriace à domicile, comme en témoignent ses résultats. Match nul 0-0 à Rades contre l'Espérance de Tunis à l'aller, victoire contre Simba Sporting Club de Tanzanie 2-1 et Petro Atlético 2-0 à Bamako, toujours au compte des matchs allés. Et un autre nul précieux en Angola 0-0 au match retour. Hamam Mandian, milieu de terrain du stade malien de Bamako. Nous sommes vraiment déterminés pour rentrer dans l'histoire. Porté par un collectif huilé et des individualités comme le Camerounais Tadoïs Keng, Mamadou Traoré ou encore Ousmane Koulibaly Kalaba, les stadistes, vainqueurs de la Coupe CAF en 2009 et finalistes de l'ancienne Coupe d'Afrique des clubs champions en 1965, représentent un adversaire de taille. La CAF a désigné un corps arbitral algérien pour diriger ce match de la 5e journée entre le stade malien de Bamako et l'Espérance sportive de Tunis. En Coupe de la Confédération, le Djoliba AC, déjà éliminé, est en déplacement au Maroc pour défier Olympique Club Safi. Avec respectivement 10 points et 9 points, l'USM d'Alger et Olympique Club Safi du Maroc ont déjà décroché les 2 tickets qualificatifs du groupe A pour les quarts de finale. Reste à déterminer qui des 2 clubs finira leader du groupe. Quant à San Pedro de la Côte d'Ivoire et le Djoliba AC de Bamako, ils jouent les 2 dernières journées pour l'honneur. Aboubakar Djaradi Senior, milieu de terrain du Djoliba AC. On n'a plus rien à perdre. On doit impérativement chercher une victoire dans la phase de poule afin de donner les résultats aux supporters. Après 4 journées disputées, le Djoliba AC et San Pedro comptent respectivement 1 point et 3 points. Ils sont hors course pour le second tour. Olympique Club Safi du Maroc 9 points et l'USM d'Alger 10 points sont les qualifiés du groupe A. Sur le plan local, championnat national de Ligue 1 professionnelle du Mali, la 13e journée a pris fin ce samedi avec 3 rencontres. L'US Bougouba s'est incliné 2-1 devant l'AS Real de Bamako. 11 créateurs et Binga FC se sont neutralisés 2 buts partout. L'AS Bakaridian de Baraouli est allé dominer l'US Bougouni par 2-0. En ouverture, vendredi, le FC Malikoura s'est incliné 2-1 devant l'USFAS. Derby Academy et Afrique Football Elite ont fait match nul 1 but partout. Les rencontres Djoliba AC, AS Kouroufina et Stade Malien de Bamako FC Diarra sont reportées. Après le parcours jugé à demi-teinte des Aigles du Mali à la CAN 2025 au Maroc, les techniciens maliens ont voulu apporter leur propre analyse. Réunis en symposium ce samedi 7 février 2026 au stade Mamadou Konaté, ils sont passés en revue la prestation de la sélection nationale en examinant les choix techniques, la gestion du groupe et le rendement global de l'équipe. Entre constats, critiques constructives et propositions concrètes, ces entraîneurs entendent contribuer
contribuer à la reconstruction d'une équipe nationale plus performante. Ousmane Guindo, directeur technique national de la Fédération malienne de football. Ce symposium, c'est technique. Nous allons parler uniquement de ce qui nous concerne, nous, en tant que techniciens. Durant les travaux, les techniciens ont analysé plusieurs aspects, les choix tactiques, la gestion de l'effectif, la préparation mentale, l'utilisation des joueurs clés, ainsi que la lecture des matchs dans les moments décisifs. Dr Mamoutou Kane, alias Mourlé, technicien de football. Quand vous regardez le premier match et le deuxième match, il y a 3 changements. Deuxième match, troisième match, il y a 3 changements. Troisième match, quatrième match, il y a 3 changements. Quand on regarde tout ce que le coach a fait pour lui, dans ses analyses, il n'a pas échoué. Les entraîneurs locaux, il faut qu'ils nous fassent confiance. Qu'on nous donne notre chance. Nous sommes capables, nous sommes plus que capables. Ce symposium marque une étape importante, celle d'une réflexion collective pour tirer les leçons du passé, corriger les insuffisances et préparer une équipe plus ambitieuse avec en ligne de mire les prochaines échéances continentales. L'ensemble des propositions et recommandations seront consignées dans un document officiel qui sera disponible à la direction technique nationale de la FEMAFOOT. Ce rapport pourrait servir de feuille de route pour les futures orientations techniques du football malien. Focus Santé. Dans notre rendez-vous hebdomadaire de la santé, on s'intéresse à une infection bactérienne qui touche le bord de l'ongle ou de l'orteil. Elle est communément appelée le panaris, qui se manifeste par une douleur, une rougeur ou un gonflement. Diagnostiquée et traitée rapidement, la maladie se guérit facilement, mais une prise en charge tardive du panaris peut entraîner quelques complications. On en parle dans Focus Santé avec Koumba Sissi. Il suffit d'un seul point d'entrée de la partie molle des ongles ou des orteils pour que l'infection qui provoque le panaris s'installe. Certains facteurs ou comportements favorisent surtout cette infection. Parmi ces facteurs, la coupure des ongles avec les dents, une piqûre de l'arête d'un poisson, bref, toutes sortes de traumatismes au niveau des ongles ou des orteils. Bekay Traoré, dermatologue. Le panaris, sur le plan médical, désigne une inflammation des parties molles des mains. Et en médecine, c'est une infection bactérienne aiguë qui affecte essentiellement les doigts, les parties molles de la main et des orteils. Donc c'est une infection généralement bénigne. La présence d'inflammation au niveau du doigt ou encore du pus sont des éléments essentiels pour poser le diagnostic de cette maladie. Mais on peut aller plus loin parce que comme c'est une infection bactérienne, les bactéries en cause sont vraiment multiples. Donc on peut avoir recours à un prélèvement bactériologique pour mettre en évidence en fait la bactérie en cause. Le panaris peut toucher à la fois l'enfant comme l'adulte et cela va de pair avec les facteurs qui favorisent la survenue. Pour que ça survienne habituellement au cours du traumatisme qui porte sur les mains et les doigts. Sa manifestation commence par une douleur piquante. Bekay Traoré. Cette douleur est suivie de l'apparition de rougeur au niveau du doigt, la partie molle qui est concernée. Et secondairement, on va voir ce qu'on appelle l'apparition de pus, qui est une pustule et qui peut continuer à ronger la partie molle au fur et à mesure si le traitement n'est pas instauré à temps. Pour le traitement du panaris, il est déconseillé de faire un autopansement car, selon le docteur, tout doit se passer dans des conditions d'hygiène pour éviter des surinfections. Bekay Traoré. Le traitement est essentiellement les antibiotiques et un pansement local avec un antiseptique qui sont indispensables. Donc on désinfecte la plaie et on donne de l'antibiotique pendant quelque chose comme une semaine. Et si tout est bien ok, ça va guérir spontanément avec ça. Si la maladie n'est pas traitée, il y a possibilité d'évoluer vers des complications. Il peut y avoir ce qu'on appelle un pus. Et le pus va ronger en fait le tissu mou progressivement. Et parfois ça peut entraîner en fait une septicémie, une infection généralisée qui est vraiment grave. Il faut éviter toute manipulation du panaris, le risque, parce que si ce n'est pas fait dans des mesures hygiéniques, on va ajouter d'autres germes à l'infection. Avec le manque d'hygiène et la manipulation de la partie infectée, le panaris peut aboutir à une plaie qu'on ne s'imagine pas. 13h25 à Markala, Nyono et Massina dans la région de Ségou. C'est ce qu'il fallait retenir de l'actualité en ce dimanche 8 février 2026. Cette tranche d'information vous a été servie par Bintou Traoré à la mise en onde, à la mise en ligne Abdul Aziz Koulibaly et au micro Bourama Traoré. Merci à Lassine Keita qui m'a aidé à la préparer. Lassine Keita que vous allez retrouver juste après moi pour la synthèse de l'actualité de la semaine. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Excellente fin de journée à vous, où que vous soyez.